Comme ces 2 000 €, il les dépense pour vivre, eh ben, il ne paye pas d'assurance santé, il ne paye pas de fonds de pension, et c'est comme ça que des gens de 80 ans qui débarrassent l'État chez McDo. Je peux vous dire un exemple personnel. J'ai ma frangine qui est partie à 20 ans, babacool à San Francisco, elle est toujours babacool, elle est serveuse dans un restaurant, pour payer les études de sa fille, parce que ça coûte à l'université. Elle a arrêté son assurance santé pendant 3 ans. Elle avait les calculs rénaux pour les coliques néphrétiques, je les soignais à distance. Mais quand il a fallu faire la destruction, vous savez, avec les ultrasons des cailloux, elle a été voir la clinique, elle a eu le devis, et elle a fait des économies. Elle a été se faire soigner quand elle pouvait payer. Voilà ce que nous prépare M. Macron. Donc la question, c'est pas qu'il y ait moins de cotisations sociales, non, c'est qu'il y ait plus de cotisations sociales, mais qu'elles aillent au bon endroit. Et donc, nous, ce qu'on propose au niveau politique, c'est que la santé doit relever exclusivement du service public. On exclut toutes les activités marchandes du secteur de la santé. On ne veut plus d'Orpea, de Corian, de Elsan, de Ramsay, parce que, vous voyez, même les économistes bontins, ils le disent clairement. Si vous laissez des investisseurs investir dans un secteur d'activité, leur objectif, c'est pas de vous fournir le meilleur service au meilleur coût, c'est de fournir la meilleure rentabilité aux gens qui ont investi et aux actionnaires. Donc c'est en contradiction totale à ce que nous avons un système de santé, et d'ailleurs l'affaire Orpea nous a bien montré les dérives de ce système. Et si on faisait un référendum aujourd'hui, avec une question, est-ce que la santé doit relever exclusivement du secteur public et on en exclut toutes les activités marchandes? Je pense qu'on gagnerait le référendum. Ben oui. Et ça nous donnerait les moyens politiques de dire clairement, c'est pas, on ne va pas nationaliser les cliniques, etc. Mais on dit, si vous restez dans le secteur marchand, plus d'agrément sécurité sociale. Vous n'êtes plus financé par la sécurité sociale. Alors il y aura peut-être quelques riches qui continueront à aller dans des maisons de retraite à 6 000 € par mois, hein, mais le marché sera très très faible. Parce que ce qui permet effectivement à ces requins de se faire beaucoup d'argent, c'est la sécurité sociale. Voilà, c'est-à-dire notre argent. Donc voilà, le service public. Et pourquoi le service public? Parce que le service public, c'est l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Et l'aménagement du territoire, ben, ça rejoint aussi les préoccupations majeures aujourd'hui de l'ensemble de la population mondiale. Question d'écologie. Aujourd'hui, on nous envoie dans les hôpitaux des agents de la sécurité sociale pour nous dire « Oh là là, vous utilisez trop d'ambulances ». Bah ouais, mon con, tu fermes tout. Donc on est bien obligé d'utiliser des ambulances hein, pour faire promener les patients. Il y a même un connard là de maire, le maire de Nevers, contre lequel je me suis battu parce qu'il ne s'est pas mobilisé pour défendre son SAMU qui a fermé à Nevers. Donc le SAMU a fermé à Nevers. Le SAMU est à Dijon. Et donc il ne s'est pas battu pour défendre son SAMU. Après, c'est la maternité qui s'est écroulée. C'était la dernière maternité du département. Il y a eu une période où on transférait les femmes pour accoucher, qui était à Nevers, à Dijon. Et là, il dit « Ah, bah c'est compliqué, j'ai du mal avec les médecins, mais j'ai trouvé une solution. Je vais faire un pont aérien de Dijon pour amener les médecins pour venir travailler la journée à Nevers. » Non mais, qu'est-ce qu'il a fumé ce mec-là? Il est pire que l'autre qui prend de la cocaïne, là. C'est pas possible. Non mais on croit rêver. Vous voyez? Donc, c'est bien la nécessité de l'aménagement du territoire sur la base d'un principe constitutionnel. L'État doit à tout citoyen une égalité de traitement, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le financement. Parce que, ma bonne dame, la dette qu'on va laisser à nos enfants. Alors, comme tu dis, il ne faut pas nous prendre pour les lapins de 3 semaines, quoi. Confondre le budget d'une famille avec le budget de l'État, pour nous prendre pour des cons quand même. Parce que je ne sais pas comment vous êtes, vous, en Bretagne, mais moi, en Seine-Saint-Denis, il y a quelques caves où de temps en temps on fabrique des billets, mais c'est pas tout le monde, quoi. Vous voyez, la grosse différence entre une famille et un État, c'est que nous, on ne fabrique pas des billets. Les États, ils fabriquent des billets. Quand on fabrique des billets, ben on produit de la monnaie. Donc la dette, c'est pas la même chose.
Et puis on a un État a une durée de vie un peu plus longue, que même si l'espérance de vie a un petit peu augmenté, quand vous empruntez sur 25-30 ans, c'est le grand maximum ce que vous propose la banque. Les États, vous savez, Napoléon, ça vous dit quelque chose? Bon, Napoléon a été battu par les Anglais. Les Anglais, ils ont eu besoin de financer leur armée en 1814-1815. Ils ont fait des emprunts. Vous savez quand est-ce qu'a été remboursée la fin de cet emprunt de 1815? En 1950. Donc vous voyez, hein? Bon, donc il y a de la marge. Donc la dette, c'est pas vrai. La dette, ça peut s'annuler avec... Enfin, je veux dire, la dette, ça a toujours existé, c'est pas un problème en tant que tel, et c'est pas parce qu'on est à 113% du PIB de dette, on est monté à beaucoup plus après la guerre, il y a eu des périodes où on était à 200%, le Japon est à 200% de dette, et le Japon n'est pas en faillite. Donc c'est nous prendre pour des cons. La question, c'est savoir où va l'argent, et comment on finance l'État. Vous voyez? Bon, donc... juste pour vous donner, pour ceux qui n'ont pas encore lu en détail, mais quand même, l'éducation populaire sur la retraite, là, ça marche très bien. Hein. Vous avez vu que pour trouver 12 milliards, là, pour 12 à 15 milliards par an pour les retraites, il suffit de taxer 2%. À 2% nos quelques millionnaires. Vous voyez? Donc moi, je ne suis pas fier que la France ait l'homme le plus riche du monde. Si on a l'homme le plus riche du monde, ben, ça veut dire qu'on a beaucoup de pauvres. Voilà, parce que c'est les vases communicants. Hein. Donc je préférerais qu'on n'ait pas l'homme le plus riche du monde. Donc le problème aujourd'hui, c'est effectivement de savoir où on met l'argent. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que on a la sécurité sociale. C'est un acquis fantastique. Et on a besoin d'un financement à hauteur des besoins de la sécurité sociale. Et pour ça, eh bien, ce qu'on propose, c'est que nos cotisations sociales, elles aillent dans une seule caisse, qui est la sécurité sociale. Une seule ligne sur notre salaire, sécurité sociale, pour payer des prestations, la maladie, la retraite, les allocations familiales, les médecins du travail, les maladies professionnelles. Et qu'on aille vers l'extinction de ce qu'on appelle les assurances maladies complémentaires. Ne parlez plus de mutuelles. Les mutuelles, c'est un acquis du mouvement ouvrier pour gérer l'économie sociale et solidaire, et les mutuelles, elles peuvent reprendre en gestion les EHPAD d'Orpea, et se dégager de l'assurance maladie complémentaire qui est en train d'être bouffée par les groupes AXA, Generali, etc. Donc on a tout intérêt à avoir une seule caisse qui récolte nos cotisations et qui paye les prestations. Et là, je vais vous prendre un exemple, enfin, pour justifier ce que je vous dis, de mon ex-patron, Monsieur Martin Hirsch, un mec qui fait du social, soi-disant. Eh bien, Monsieur Martin Hirsch, il n'a pas dit grand-chose d'intéressant pendant tout son passage à l'assistance publique hôpitaux de Paris, mais face aux difficultés qu'ont eu certains patients et leurs familles pour payer les frais d'hospitalisation quand ils ont été hospitalisés en réanimation atteints de la Covid. Parce que c'était très compliqué avec les restes à charge, l'assurance maladie complémentaire, etc. Donc les gens, ils ont failli mourir, ils sont restés un mois en réanimation, reçoivent la facture 30 000 €. Voilà, après remboursement de la Sécu et de l'assurance maladie complémentaire. J'étais un peu surpris. Oui, parce que c'était tellement complexe que ça ne rentrait pas dans les bonnes cases. Vous savez, hein, l'assurance maladie complémentaire, vous êtes remboursé en fonction de ce que vous payez. Si vous avez pris le bas de gamme, si vous prenez le bas de gamme, la mutuelle Hollande, là, hein, payez 15 € par vous-même et 15 € par l'employeur, vous avez le droit à quasiment rien. Hein. Eh bien, M. Hirsch a dit, si j'avais un seul interlocuteur financier qui est la sécurité sociale, je peux libérer 1500 postes d'administratifs que je peux basculer vers le secteur soignant. Sur 70 000 employés. Vous voyez? Il y a 1500 personnes qui s'occupent du bordel, du remboursement entre la Sécu, les assurances maladie complémentaires, surcomplémentaires. On a une seule caisse, c'est bon. Et, juste pour vous dire, moi je siège dans une instance qui s'appelle le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, on fait des rapports, c'est comme le corps, on fait des rapports, le Premier ministre nous dit qu'il faut faire un rapport sur tel truc, donc on fait un rapport, on fait un classement vertical, mais ça permet de discuter, puis ça me permet de discuter, en face de moi j'ai les représentants du MEDEF, tout ça, enfin, c'est sympa. Et parfois on est d'accord avec certaines personnes du MEDEF, comme quoi quand on est en petit conclave, on peut avancer sur un certain nombre de choses. Les frais de gestion des assurances maladie complémentaires, c'est quasiment 8 milliards par an. Pour des cotisations qui sont de 34 milliards. C'est quasiment 25%. Quand vous versez 100 € à la sécurité sociale, vous en récupérez 95. Les frais de gestion de la sécurité sociale, c'est 5%. Vous
Les frais de gestion des assurances maladie complémentaires, c'est 20 à 25%. Voilà, donc on a tout intérêt à avoir une seule caisse. Et si on a une seule caisse, la question c'est qu'il faut l'alimenter, la caisse. Comment on l'alimente? Sûrement pas comme on le fait aujourd'hui avec la loi de financement de la sécurité sociale. Puisque la loi de financement de la sécurité sociale, c'est une grosse arnaque, puisque on nous dit, on détermine, avant même de savoir quels sont les besoins, l'argent qu'on vous donne. Donc on est toujours en déficit. Et quand on est en déficit, il faut faire des économies. Donc on a des plans d'économie. Et les plans d'économie à l'hôpital, c'est simple, comme 70% des dépenses c'est le personnel, ben ça tombe sur le personnel. Voilà. Donc, pour la sécurité sociale, nous, ce qu'on propose, eh bien, c'est d'adapter le niveau de cotisation d'une année sur l'autre en fonction des dépenses de l'année antérieure. Comme ça, il n'y a pas de déficit. Et ça ne veut pas dire que c'est à guichet ouvert et qu'on va exploser les dépenses. Non. Puisque ce système existe en France, dans 3 départements, depuis très longtemps, depuis Bismarck. Un grand révolutionnaire, aux idées sociales, c'est connu, et qui a créé un régime particulier qui aujourd'hui permet d'être remboursé quasiment à 100%, avec une cotisation qui est cette année de 1,4%, et qui l'an dernier était à 1,5%. On a même diminué parce qu'il y a eu moins de dépenses pendant la période Covid. Et ils ne sont pas au maximum de ce qu'ils peuvent prélever, puisque quand même le Parlement joue son rôle et a défini une borne haute et une borne basse entre lesquelles peuvent évoluer le niveau de cotisation. Dans la gestion courante, ça peut évoluer entre 0,85 et 2,5% de votre salaire. Regardez combien coûte votre assurance maladie complémentaire. Et surtout si vous êtes retraité par rapport à votre pension, parce que ça augmente. Donc là, on l'a diminué. Et tenez-vous bien, c'est géré par des gens qui, soi-disant, ne savent pas gérer, sont des dépensiers, demandent toujours plus. Le président de la caisse, aujourd'hui, c'est un camarade de la CGT. Et il a fait baisser la cotisation de 1,5 à 1,4. Alors peut-être qu'il faudra la remonter l'an prochain. Mais... Donc ça fonctionne. Donc on peut bien avoir un système où on adapte le niveau de cotisation en fonction des dépenses. Voilà. Et bien on adapte le niveau de cotisation en fonction des dépenses. Donc ce n'est pas au patron de décider qu'il ne faudrait pas augmenter les charges. C'est à nous de décider où on met notre pognon. Voilà. Puisque c'est une partie de notre salaire. Donc vous voyez, on a des propositions très simples qui peuvent paraître révolutionnaires comme ça, mais qui s'appuient sur des exemples concrets et des choses qui ont déjà existé, qu'on peut adapter. Donc on a des solutions aujourd'hui. La question est comment traduire ça politiquement. Voilà. Aujourd'hui, il y a une majorité au Parlement, enfin une pseudo-majorité, puisqu'ils sont obligés de passer par le 49.3, qui n'est pas favorable à cette évolution. Enfin, ça peut changer. Vous savez, si on veut prendre le pouvoir, il faut déjà avoir préparé ce qu'on va mettre en place. La question, c'est de prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il faut que les gens soient convaincus qu'on peut changer les choses. Changer le monde, disent certains. Non, c'est pas changer le monde, c'est simplement récupérer ce qu'on nous a volé. Voilà. Donc, on a des solutions immédiates pour se battre, pour maintenir la maternité et l'avenir de l'hôpital ici à Guingamp, en maintenant aussi l'hôpital de Lannion et en faisant que l'hôpital de Saint-Brieuc puisse jouer son rôle d'hôpital de référence, et qu'on puisse doper le CHU, les CHU de Rennes et de Brest avec des unités de recherche et qu'on ne leur pique pas les unités de recherche pour les concentrer dans quelques métropoles. Ça, c'est de la bonne politique en faveur des populations. Et les meilleurs experts, c'est nous. Parce que M. Rossetti, là, c'est pas McKinsey, mais c'est la même chose. Pourquoi c'est pas McKinsey? Parce que vous êtes en province et que c'est un local qui a monté son petit cabinet de consultants, mais c'est la même chose. Moi, j'ai eu McKinsey dans mon établissement parce que c'est la grande assistance publique, vous voyez, coûtait un peu plus cher. Il faudrait savoir combien il a coûté là. Parce que, à la CALA, il faut qu'on demande, on a eu le rapport, mais combien il a coûté le rapport? Parce que moi, j'en ai marre des rapports qui coûtent la peau du cul et que je peux rédiger en un week-end. Hein? Ça suffit, quoi. Non.
Les meilleurs experts, c'est les gens de terrain, c'est vous les citoyens, c'est les associations, le monde associatif, les syndicats, qui aujourd'hui ne comptent plus. Vous savez ce qui a changé avec Macron, c'est qu'il n'y a plus aucun dialogue social. Vous savez, nous la CGT, parce qu'on n'a pas signé le fameux Ségur, on ne participe plus à aucune réunion au ministère de la Santé, parce qu'on n'a pas signé le Ségur. Voilà, voilà la conception du dialogue social de M. Macron. Ce n'est pas possible. Moi, je veux rétablir le dialogue social, qu'on puisse défendre nos idées, les défendre avec, en étant soutenu avec du monde dans la rue, que ça aide quand même pour négocier. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui reste? S'il n'y a plus de dialogue social et qu'il nous impose des décisions avec des pseudo-cabinets d'experts, là, si la seule solution, à un moment donné, ça sera de prendre le fusil, c'est quand même pas forcément, voyez, le plus enthousiasmant. Hein? Alors ça peut venir, mais il y a des risques. Voilà, il y a des risques que ça ne bascule pas du bon côté, quand même. Hein? Donc la question aujourd'hui, c'est de se mobiliser avec les élus le plus rapidement possible pour aller dire à l'ARS non. C'est non, la maternité elle ne fermera pas le 1er avril. Vous arrêtez de faire pression sur le personnel pour qu'il s'en aille et vous prenez des engagements pour aller chercher les sages-femmes qui manquent. Et s'il manque de gynéco, on les prend à Plérin pour les mettre ici. Eh oui, mais l'affectation des médecins, le médecin il est payé par qui? Par la Sécu. Il y a un moment donné, c'est bon. Vous savez, moi, je suis aussi administrateur de la Caisse nationale d'assurance maladie. Écoutez, là, il y a un problème avec les médecins libéraux. Il y a quand même un problème. Les mecs, ils font grève. On leur dit rien, alors qu'ils mettent la population en danger. Quand les hôpitaux explosent pendant les fêtes de Noël, là maintenant, ils disent « Ah, on voudrait bien être payé 50 €, mais on veut aucune contrainte sur l'installation, sur les gardes. » C'est pas possible. Moi, je suis syndicaliste, je suis pour défendre effectivement mes intérêts catégoriels, mais il faut un certain équilibre. Il ne faut pas exagérer quand même. Hein? Donc voilà. Et puis moi, je pense que mes collègues libéraux, ils auraient tout intérêt à lâcher le statut libéral et à devenir salariés dans des structures collectives qui pourraient même gérer sous la forme de coopérative. Ils seraient bien plus heureux plutôt que de courir après l'acte à 25, puis maintenant ils demandent 50 €, etc. Un médecin, il est fait pour soigner, il n'est pas fait pour gérer une petite entreprise qui s'appelle un cabinet libéral. Voilà, on n'a pas été formé pour gérer une entreprise, pour acheter du matériel, etc. Et d'ailleurs, les jeunes aujourd'hui, majoritairement, ils aspirent à autre chose qu'au système libéral. Peut-être c'est dû au fait que la majorité des jeunes médecins sont des jeunes femmes. Elles comprennent vite, à la première grossesse, la différence de protection sociale entre le statut libéral et notre bonne mère à tous, qui est la sécurité sociale. Voilà, donc vous voyez, on a du grain à moudre et on peut en discuter. Merci à Christophe Prudhomme. On n'est pas déçus, on est bien content de l'avoir fait. Moi, ce qui commençait à nous fatiguer, c'est le déclinisme, le fatalisme, l'impression que les choses arrivent. C'est un peu comme la météo, les services ferment. Vous voyez, cet été, il y avait cette carte là, des services qui fermaient à tel ou tel endroit. On a l'impression qu'il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de responsable. Donc moi, j'apprécie bien cette idée d'aller trouver les responsables et puis de leur mettre un peu la pression à notre tour. J'avais une petite question concernant le mois d'avril, là, parce qu'en fait, il y a la loi Rist qui va se retrouver en application à ce moment-là. Et nous, ce qu'on en a compris en discutant un petit peu, notamment moi quand j'étais en commission des usagers avec la direction, c'est ce qu'ils attendent en fait, que la loi Rist vienne perturber tout ça et amène un surcroît de pénurie, quoi. C'est que ça vienne vraiment... que ce soit le coup de grâce. Donc c'est le sentiment que j'ai eu en les rencontrant. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous raconter sur cette loi, enfin son application, ou comment elle devrait ou pas s'appliquer, de quoi elle devrait s'assortir pour que ce ne soit pas la catastrophe, non seulement dans les 150 hôpitaux qui sont mentionnés, parce que ça va être vraiment sur cela que c'est... Mais j'ai l'impression que ça va être partout très compliqué, cette affaire-là.
Et surtout, je me souviens qu'en octobre 2021, quand il a été question de l'appliquer, ça a été la panique à bord. Et là, ça approche et on a le sentiment. Alors, ils l'ont communiqué, cette information, en CME, donc avec les médecins. Il y a eu le droit en commission des usagers. Et j'ai pas l'impression que ça sorte tant que ça dans la population. Je me dis, c'est peut-être pour ça qu'il faut en parler alors. Non, mais la loi RIST, elle est inapplicable. Donc non seulement, c'est pas que les 150 hôpitaux, parce que dans un des plus grands hôpitaux parisiens, qui est l'hôpital Georges Pompidou, aux urgences, dont le chef de service est un éminent député qui a été candidat à la présidentielle, enfin candidat à la candidature, il s'appelle Philippe Juvin. Et lui, il a le droit d'être chef de service d'un des plus grands services d'urgence de l'assistance publique, d'être député, avant il était député européen, maintenant il est député national et il reste chef de service, payé 10 000 balles par mois. Voilà, pas de problème. Dans ce grand hôpital, il a besoin d'intérimaires pour faire fonctionner son service. Vous voyez, donc c'est pas que les petits hôpitaux. Le problème, il est aujourd'hui de la non prise en compte de la pénibilité à l'hôpital. C'est-à-dire que le travail de nuit, ce qu'on appelle les gardes, est sous-payé. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai des jeunes collègues là, ils ne sont pas du tout à l'image de ces mercenaires que décrivent les ministres de la Santé. Ils prennent un temps partiel à l'hôpital et ils font un peu l'intérim pour compléter leur perte de revenus, mais ils contrôlent mieux l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Puisque en une garde en intérim, c'est ce qu'ils gagnent en 3 jours, en 3 gardes de l'hôpital. Voilà. Donc ce qu'on demande nous, et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une unanimité, y compris avec les syndicats corporatistes, pour dire qu'il faut revaloriser la rémunération de la garde des médecins hospitaliers. Et on demande à ce qu'elle soit doublée, qu'on aligne le tarif sur le tarif des ce qu'on appelle les hospitalo-universitaires, donc ça sera un doublement de la rémunération, et dans ce cas-là, on est quasiment à l'intérim capé par la loi RIST, et les gens n'ont plus aucun intérêt à faire de l'intérim, parce qu'il vaut mieux être salarié avec des cotisations sociales qu'en intérim, comme ça s'est fait à une certaine époque, où la boîte d'intérim, elle était au Luxembourg pour défiscaliser. Voilà. Donc voilà, la solution, elle est là, et elle est réclamée par l'ensemble des syndicats de médecins. Bon, il faudra trouver un petit peu d'argent. Mais l'application de cette augmentation, la rémunération de la garde, ça coûtera moins cher que l'intérim. Donc ça va être tendu entre le gouvernement et les médecins, mais ça va être tendu aussi avec les directeurs d'hôpitaux. Parce qu'on ne pourra pas fermer, pas que les petits hôpitaux, y compris des services dans des très grands hôpitaux qui vont être en grande difficulté. Voilà. Donc il faudra bien négocier. Eh bien, on utilisera effectivement, s'ils veulent aller au clash, on utilisera cette période pour négocier et pour qu'on puisse continuer à assurer la continuité du service public. Voilà. Donc, ils sont assez matamoresques dans ce gouvernement. D'ailleurs, Madame Borne, les 64 ans, c'est pas négociable. Boum, l'autre, il va à Barcelone pour dire qu'il n'y a rien à négocier. Il aurait dû rester à Barcelone et puis suivre le même chemin que Valls. Ça nous aurait fait des vacances. Non, mais il arrive à un moment donné, voilà. Oui, il y a un problème. Mais ce problème aujourd'hui, de quoi on a tous besoin, qu'on soit citoyen lambda ou personnel de santé, on a besoin d'un médecin traitant, disponible dans les 24 heures quand on en a besoin, ou s'il n'est pas là, qu'il y ait un remplaçant, qu'il puisse faire des visites à domicile quand on en a besoin, pour soi-même, pour ses enfants, pour ses parents, voilà, donc il y a une garde, et on a besoin d'un hôpital à moins de 30 minutes de chez soi en voiture, ou en hélicoptère, où il y a un service d'urgence 24 heures sur 24, on puisse accoucher, on puisse se faire opérer de choses tout à fait simples, comme la cataracte, ou les interventions, le carton, etc. On accepte d'aller à Rennes pour se faire un pontage cardiaque, oui, d'accord, mais pour le reste, on veut de la proximité. Voilà. Donc ce qu'on demande à l'État, c'est qu'ils répondent à ces besoins qui ont été clairement exprimés. Non seulement ils sont clairement exprimés par la population, mais ils sont validés scientifiquement. C'est-à-dire 30 minutes, c'est validé scientifiquement. Voilà. Or, aujourd'hui, les dysfonctionnements des hôpitaux entraînent des morts. Vous voyez, moi je l'ai dit sur les médias, je ne veux pas attaquer, ni Macron, ni les ministres de la Santé, j'ai dit que c'était des meurtriers par procuration. Quand un patient attend sur un brancard un lit d'hospitalisation,
On a des données françaises et internationales. C'est une surmortalité de 9%, tous patients confondus. Et pour les patients les plus graves, une surmortalité qui peut atteindre 30%. Et ces chiffres-là, je ne les ai pas inventés, c'est des données publiées. C'est même dans un communiqué de presse qui date d'il y a 2 ans, signé par François Braun. Voilà, donc arrive à un moment donné, c'est bon. Le François Braun, il dit tout son contraire aujourd'hui que ce qu'il disait il y a 2 ans, quand il était à la tête de l'organisation professionnelle SAMU Urgence de France. Il y a un problème. Aujourd'hui, c'est le porteur d'eau de l'Élysée. Voilà, pour être clair. Donc, on a des données. Et, plus grave, on veut nous vendre le système américain. Les Échos. Vous savez, moi, je lis les Échos tous les jours. Hein, pour avoir suivi l'adversaire. D'abord, il y a des très bons journalistes. Dramatique pour Trump et ses amis. L'espérance de vie en 2021 aux États-Unis a été inférieure à l'espérance de vie en Chine. Pour une raison très simple, c'est que les gens ne peuvent plus se soigner. 60 000 morts par an par overdose. Ce n'est pas des toxicos, les gens. C'est qu'ils ne peuvent pas se faire soigner, donc ils traitent simplement le symptôme qui est la douleur. Ils commencent avec le paracétamol, le tramadol, la morphine, ils deviennent dépendants de la morphine, ils l'achètent même comme les drogués sur le marché parallèle, et puis ils font les overdoses. 60 000 morts par an, 2 fois plus que le nombre de morts par arme à feu, où ils sont déjà champions du monde. Voilà, c'est ça qu'ils veulent nous vendre. C'est pas possible. Et en France aujourd'hui, on a les premiers indicateurs qui montrent que notre système de santé est défaillant. La maternité, mortalité périnatale pour les enfants et mortalité maternelle. Nous sommes à l'avant-dernier rang des pays de l'OCDE. L'espérance de vie, le différentiel d'espérance de vie entre les plus favorisés et les moins favorisés, alors qu'il diminuait depuis 40 ans, il réaugmente. Il est de 13 ans aujourd'hui, 13 ans. Voilà. Alors moi, pas de problème qu'il y ait des gens qui travaillent, s'ils le veulent, jusqu'à 72 ans. Mais par contre, ceux qui travaillent de nuit sur les chantiers, au froid, etc., et qui ont 10 ans d'espérance de vie en moins, ben c'est la retraite 10 ans avant. Voilà, c'est une simple... c'est arithmétique au niveau médical. Au niveau médical. Voilà, donc il faut être clair. Et c'est très bien qu'il y ait ce débat sur les retraites, parce que là, ben les gens, ils peuvent se faire une idée. Hein. Tout le monde parle là. Puis les gens peuvent lire les chiffres. Et puis finalement, le gouvernement, il se retrouve dans la merde. Parce que quand on a un vrai débat public, pas avec CNews, BFM et toutes ces conneries, et qu'on a des vraies informations, ben ça permet de se faire une idée quand même. Hein. On se la fait vite l'idée, et 93% de la population s'est fait à la bonne idée que cette réponse c'est de la merde. On va voir si on peut faire ça que c'est exclusif, d'accord. Là peut-être Christian, tu peux nous dire comment ça se passe à Saint-Brieuc? Jean-Philippe Sambris, je suis médecin à l'hôpital de Saint-Brieuc. Je vous rapproche. J'ai mis un mégaphone. C'est pas le 1er avril, donc vous savez, vous annoncez des choses, le 1er avril, on sera prêt. Ça reviendra avec c'est bien. Il a un mauvais fluide. Je sais pas. Ah si, c'est ça. Bah, il n'y a qu'à taper faire en morse. C'est mieux. Ouais. C'est mieux.
C'est le gag de la soirée. Dans mon matériel. C'est peut-être les piles. Oh si, ça peut. Non, 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 ça peut être les piles aussi. Mais micro du... On a des piles. Ah, non, tente quand même. Mets-toi à la place de Christophe, ça marche. Après, si on parle fort avec tout le monde se tait, ça marche. Non. Ah ouais, mais... Là. Ok. Ouais. On va y arriver. Donc, les surprises, je suis médecin urgentiste, moi, à Saint-Brieuc. Je suis délégué régional de la MUF, donc par parole, bah, c'est Christophe. Je parle pas assez fort. J'ai moins l'habitude que Christophe, faut être honnête. Du coup, non, c'est vrai que sur cette situation, Christophe il a tout dit, hein, je crois qu'il a tout dit et très bien. Nous, sur l'hôpital de Saint-Brieuc, c'est vrai que du coup, c'est aussi une des particularités des ARS, c'est finalement d'opposer les hôpitaux les uns aux autres et de vouloir faire croire que, par exemple, nous, pour vous donner une idée, moi en 2005, j'intègre Paimpol, donc là j'ai des collègues de Paimpol, avec qui j'ai longtemps travaillé. Et quand j'intègre le Paimpol, j'étais un des premiers médecins de Saint-Brieuc à venir travailler sur une fédération. Et à l'époque, on créait le début des GHT, les groupements hospitaliers de territoire, qui maintenant, au départ, quand on parle de GHT, il n'y avait pas d'hôpital référent. Mais déjà à l'époque, Paimpol, en voyant arriver des jeunes médecins comme moi, qui ne comprenaient rien de toute façon, voyait un peu des médecins qui arrivaient pour un peu conquérir, arriver à Paimpol, et c'est nous qui allions prendre la main. Enfin, c'était déjà, par rapport aux médecins qui étaient sur place, ils nous regardaient déjà de travers, quoi, alors que nous, on n'avait rien à voir avec toute cette histoire. Et enfin, tout ça pour dire qu'en fait, ça a été aussi une grande force des ARS, et tout ce qui se passe actuellement, c'est de nous opposer les uns aux autres, alors que finalement, tout le monde subit. Et que tout ce qui se passerait, par exemple, sur la maternité à Paimpol, nous, quand ils ont fermé la maternité à Paimpol, quand je commence en 2005, elle vient de fermer, elle a fermé 1 an avant. Et là, ils avaient dit statistiquement, on va augmenter notre nombre d'accouchements à domicile. Donc effectivement, on en fait 12 par an les 3 premières années, donc on augmente très rapidement le nombre d'accouchements à domicile. Et puis surtout, quand, il faudrait que je retrouve son nom, la directrice de l'ARS à l'époque, c'est... On peut balancer, je crois. C'est pas grave.